Dans la suite de la capsule vidéo précédente et concernant les mécanismes de thermorégulation chez les endothermes, regardons comment varie le métabolisme énergétique et la température centrale en fonction de la température extérieure. L'homme, et bien entendu tous les endothermes, sont capables de maintenir une température 37 degrés lorsque la température externe varie dans certaines limites. Ils sont en fait capables de produire la chaleur. Celle-ci provient de la dégradation des substrats organiques. Ils sont capables de maintenir cette valeur 37 dans le champ d'accommodation. Au-delà des températures critiques, il y a perte de cette capacité et l'homéotherme commence à avoir des difficultés à réguler sa température. La courbe en bas représente le métabolisme énergétique d'un homéotherme et comme on le voit, lui aussi varie avec la température ambiante. À des températures comprises entre 16 et 24 degrés Celsius, le métabolisme est à son minimum, donc c'est le métabolisme basal. Si on baisse la température en dessous de 16 ou si on augmente au-delà de 24, le métabolisme augmente. Juste comme information supplémentaire, il y a deux méthodes pour mesurer le métabolisme. Il y a la calorimétrie directe, où on considère qu'il y a égalité entre production de chaleur et dépense d'énergie de l'individu. On mesure donc la perte de chaleur due à l'évaporation. C'est une méthode moins utilisée car le sujet doit rester confiné dans une salle à température contrôlée et étanche aux échanges gazeux. Et la deuxième méthode, c'est la calorimétrie indirecte, c'est la plus utilisée. Cette méthode repose sur l'équivalence entre l'énergie utilisée dans l'organisme et celle convertie à partir de l'oxydation de nutriments. Il est donc possible de mesurer l'oxygène en millilitres par unité de masse et par unité de temps, par des appareils, notamment les analyseurs d'oxygène. Chez les mammifères, le métabolisme spécifique exprimé en millilitres d'oxygène par gramme et par heure diminue quand le poids augmente. Comme on le voit sur la courbe, chez la musaraigne, qui est un mammifère insectivore de petite taille, son métabolisme est plus grand que chez les autres animaux de taille plus grande comme les souris, l'éléphant, etc. Revenons à notre courbe du début. Dans la zone de thermoneutralité, c'est-à-dire lorsque la température externe est entre 16 et 24 degrés Celsius, neutralité thermique. On a juste la production de chaleur correspondant au métabolisme basal, c'est-à-dire aux besoins énergétiques minimums quotidiens permettant à l'organisme de survivre. Au repos, l'organisme consomme de l'énergie pour maintenir en activité ses fonctions vitales, le cœur, le cerveau, la respiration, la digestion, le maintien de la température corporelle, donc avec des réactions biochimiques et utilisation d'ATP, etc. Ici, l'implication de divers organes à ce métabolisme de base chez l'homme. En premier, il y a le foie qui contribue à 25%, ensuite le cerveau, viennent ensuite les muscles squelettiques, les reins, le cœur et les autres organes. Quand la température devient inférieure à 16 degrés, on note une augmentation du métabolisme, donc une augmentation de la production de chaleur. Donc, c'est des mécanismes de thermogénie qui se déclenchent dans la zone de la lutte contre le froid. Le métabolisme augmente jusqu'à atteindre le métabolisme de sommet. Quand ces mécanismes se trouvent dépassés, on arrive à une zone où la température centrale chute. Lorsque la température centrale arrive à 35 degrés Celsius, on parle d'hypothermie. Lorsqu'elle atteint 32 degrés Celsius, donc il y a le risque mortel. Et à 28 degrés Celsius, c'est le coma mortel, c'est la zone létale d'hypothermie. À des températures supérieures à celles de la neutralité thermique, plus la température ambiante augmente, plus l'organisme va augmenter. L'augmentation de la température ambiante va favoriser les activités enzymatiques. Au fur et à mesure que la température augmente davantage, les mécanismes de thermolyse se mettent en route pour lutter contre la chaleur. Ces mécanismes sont énergétiquement coûteux. L'individu se trouve dans un environnement de plus en plus chaud. Son métabolisme va augmenter en dépit des mécanismes de thermolyse. La zone d'hyperthermie survient plus rapidement comparativement à la zone d'hypothermie. Voyons maintenant quels sont ces mécanismes physiologiques
mise en jeu par les endothermes pour lutter contre le froid et contre le chaud. Dans une ambiance froide, la première réaction réflexe de notre corps est le frisson de certains muscles, notamment ceux de la mâchoire inférieure. Ceci est dû à une activation des centres de l'encéphale, régulateurs du tonus musculaire, qui opèrent des muscles squelettiques. On parle alors d'une thermogénèse avec frisson. En même temps, l'activation des fibres nerveuses du système nerveux sympathique entraîne une stimulation des muscles lisses des artérioles de la peau, entraînant une vasoconstriction, c'est du diamètre des vaisseaux sanguins. Le sang reste alors restreint aux régions profondes et détourné des réseaux capillaires sous-cutanés. Cela entraîne une mauvaise circulation du sang dans les doigts par exemple, ce qui entraîne des engelures rencontrées chez certaines personnes sensibles au froid et aussi chez les alpinistes qui restent longtemps exposés au froid. Par ailleurs, la stimulation des fibres nerveuses du système nerveux sympathique par le froid va augmenter aussi la libération de l'hormone, la noradrénaline, au niveau de la médulo-surrénale. Il y a augmentation de la vaisine des cellules cibles, donc une augmentation de l'utilisation de glycogène, donc la consommation d'oxygène augmente. On parle d'une thermogénèse chimique. Parmi les axes hormonaux sollicités lors de la lutte contre le froid, il y a l'axe thyréotrope. La diminution de la température ambiante va activer aussi la libération de la thyroglobuline, le facteur de libération au niveau de l'hypothalamus, ce qui agirait sur la libération de la TSH au niveau de l'adéno-hypophyse. La TSH va agir sur la stimulation de la glande thyroïde qui libère plus de thyroxine dans le sang. L'augmentation de la vitesse du métabolisme des cellules cibles à la thyroxine augmente alors la production de chaleur. Voyons maintenant ce qui se passe dans la lutte contre le chaud. Contrairement à ce qu'on vient de voir, il y a modulation des fibres nerveuses du système nerveux sympathique, conduisant à une fréquence cardiaque augmentée. En même temps, la température élevée va entraîner une vasodilatation des artérioles cutanées. Le sang chaud envahit alors les vaisseaux de la peau. La chaleur se dissipe à la surface de la peau, comme on l'a vu par rayonnement, conduction et convection, tant que la température externe reste inférieure à la température corporelle. Mais à partir d'une température ambiante égale à 35 degrés Celsius, le gradient thermique va s'inverser, la chaleur va passer de l'extérieur vers le corps et le seul moyen de perdre de la évaporation de l'eau qui est qualifiée de perte insensible. L'eau du corps passe sous l'action de la chaleur de l'état liquide à l'état gazeux, donc sous forme de vapeur d'eau. Concernant les centres de la thermorégulation, l'hypothalamus est considéré comme étant le principal centre d'intégration de la thermorégulation. Il joue le rôle de thermostat. Plusieurs expériences de lésions et autres ont montré que le centre de la thermolyse est situé dans la partie antérieure de l'hypothalamus, c'est-à-dire dans la région préoptique, alors que le centre de la thermogénèse est situé dans la partie postérieure de l'hypothalamus. L'un des éléments fondamentaux du sang, c'est le point de consigne. Celui-ci est régulé à une température environ de 37 degrés Celsius chez l'homme. Toutefois, ce point de consigne peut varier en fonction des circonstances physiologiques ou pathologiques, comme dans le cas de la fièvre. Les récepteurs sensibles aux températures, ce qu'on appelle les thermorécepteurs, et que vous avez certainement vu dans le cours de la physiologie sensorielle, sont aussi des éléments importants de ce système de régulation. Il existe deux types de thermorécepteurs. Les thermorécepteurs périphériques, ce sont des récepteurs cutanés. Il y a les récepteurs hyaliniques fines, ils sont superficiels, localisés dans l'épiderme. Les récepteurs au chaud, liés à des fibres amyéliniques, sont plus profonds dans le derme. Ils transmettent des informations par l'intermédiaire de la moelle à l'hypothalamus. Les thermorécepteurs centraux, ils sont plus profonds, ils sont au niveau abdominal, dans la moelle épinière et surtout dans la partie antérieure de l'hypothalamus. L'hypothalamus intègre alors les informations provenant de ces deux types de récepteurs via des influx afférents.
Il déclenche des mécanismes appropriés pour réguler la température. Il va agir, comme on l'a vu, sur différents organes effecteurs via des voies nerveuses et humorales. Que se passe-t-il dans le cas de la fièvre maintenant? La fièvre est un état d'hyperthermie contrôlé dans lequel la température du consigne hypothalamique est augmentée. En fait, face à des invasions microbiennes telles que les virus, les bactéries, le système immunitaire se trouve activé. Les macrophages sécrètent des substances pyrogènes qui agissent sur le centre hypothalamique. Le thermostat change son point de consigne à 38 ou 39 degrés Celsius, cela dépend de l'état fébrile de l'individu. L'organisme va mettre en œuvre ces mécanismes de thermogénèse qui produisent la chaleur, comme les frissons, la vasoconstriction, pour produire la chaleur. Cela va amener, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à une rétention du sang à l'intérieur. La peau devient froide, surface corporelle. C'est pourquoi, lorsqu'une personne est malade et a de la fièvre, elle frissonne beaucoup. La nouvelle température centrale reste maintenue jusqu'à ce que le processus se renverse ou un traitement par antibiotique fasse effet. Le thermostat est ensuite régulé plus bas à son point de consigne, 37 degrés Celsius, et les mécanismes de thermolyse se mettent en route. Alors, comme synthèse, cette diapo rassemble les principaux éléments qu'on vient de voir concernant la thermorégulation chez les endothermes. On peut commencer par n'importe laquelle des deux flèches bleues au centre. Par exemple, si on commence par le, c'est-à-dire lorsque la température externe est basse, des influx nerveux sont envoyés des thermorécepteurs au centre hypothalamique, c'est-à-dire le thermostat, qui va activer les mécanismes de thermogénèse. Comme on l'a vu, les principaux organes cibles de ces mécanismes de thermogénèse, il y a les muscles squelettiques qui produisent la chaleur par frisson, et il y a les vaisseaux sanguins qui présentent une vasoconstriction permettant de retenir le sang à l'intérieur et diminuer les pertes de chaleur à la surface. Une fois la température corporelle est régulée, le thermostat arrête l'activation des mécanismes de thermogénèse et c'est l'homéostasie. Alors, de la même façon, ici, la température externe est élevée. Des influx afférents provenant des thermorécepteurs informent le thermostat qui va activer les mécanismes maintenant de perte de chaleur, c'est-à-dire de thermolyse. Dans ce cas, il présente une vasodilatation, ce qui permet une dissipation de la chaleur à la surface de la peau. Et les glandes sudoripares seront aussi activées, augmentant la transpiration et la perte de chaleur par évaporation. Quand la température diminue, retour à l'état normal et donc à l'homéostasie corporelle. Alors, à la fin, je vous propose quelques questions auxquelles il faut répondre par vrai ou faux. En justifiant vos réponses, la prochaine vidéo sera relative à la thermorégulation.